En avant-propos, j'aimerais remercier M. Roger Locuti qui m'a confié une copie de ses témoignages manuscrits. Né dans la région et péronné depuis toujours, il a 17 ans au début de la guerre et entre cette année-là au service de la mairie de Péronne où il y fera toute sa carrière. Évacué comme la plupart des Péronnais, il sera de par la profession de sa mère postière à Péronne l'un des premiers rentrés. C'est à l'âge de la retraite, m'a-t-il confié, qu'il a entrepris de coucher sur le papier son vécu de la guerre 39-45, vécu personnel bien sûr, et ceux d'autres témoins locaux, dont la véracité des dires n'est plus à démontrer. Merci encore, monsieur Locuti. J'espère en faire bon usage dans cette présentation. Il serait dommage pour la mémoire péronnaise que ce témoignage, page d'histoire douloureuse mais bien réelle, ne se transmette pas, m'a-t-il aussi confié, en d'autres termes. « 1er septembre 1939. L'Allemagne, sans déclaration de guerre préétablie, déclenche des opérations militaires d'envergure contre la Pologne, le pacte germano-soviétique lui facilitant cette invasion. Le 2 septembre à 17 h, le gouvernement français décrète la mobilisation générale des armées. Le tocsin égrène ses notes lugubres pour annoncer ce triste événement. Chacun sort devant sa maison. Tout le monde reste muet. Les femmes pleurent. Pour la plupart, elles ont vécu ce même moment à l'annonce de la terrible tuerie de 14-18, le 2 août 1914. Partout, les hommes mobilisables se rendent à leur lieu d'affectation. Les séparations sont émouvantes. Les femmes, les enfants, les hommes plus âgés assistent au départ d'un fils, d'un époux, d'un père ou d'un frère. L'espoir renaît en parlant d'une guerre de courte durée. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. En novembre, le 35e bataillon de chars de combat venant de Vannes, composé de 45 R-35, quelques FT-17 hors d'âge, remplace le 14e bataillon et stationne Verdoin. L'une des ambulances militaires cantonnées à Péronne s'installe dans le collège Béranger. Les médecins logeant chez l'habitant. Des soldats occupent et gardent les lieux stratégiques de la ville. Officiers et sous-officiers casernent chez l'habitant. Les soldats, moins lotis, dans des greniers ou dépendances, et aussi à la salle des fêtes, toute neuve. Un foyer du soldat prend place à l'angle des rues Béranger et Saint-Sauveur. Un mess pour les sous-officiers s'établit en ville, dans une grande maison. Privé de la caserne après la Grande Guerre, Péronne redevient ville de garnison, où pendant cette période de drôle de guerre, il faut tuer le temps. Tour à tour désabusés, soucieux, se sentant inactifs loin de leur foyer, les soldats apportent tout de même une note de gaieté à la ville, dans cette période pesante, et font travailler les commerces locaux, surtout les cafés. Notre maire, le commandant Louis Daudrey, est quelque part aux armées, et correspond avec ses amis et édiles péronnais. Les Lyslanders de la Royal Air Force utilisent le terrain d'aviation de Monts-en-Chaussée et parfois celui de Flamécourt. Une batterie de DCA britannique occupe un emplacement en haut de l'avenue de la République, à son intersection avec la route de Halle. On l'entend parfois faire des exercices. Péronne s'anime le soir, avec les Tommies, en quartier libre. Le 10 mai 1940, au matin, de fortes explosions se font entendre au loin. C'est le bombardement de l'usine d'aviation de Méholt, avion Potez, par la Luftwaffe. Peu de temps après, un avion allemand passe à basse altitude un peu au-dessus des étangs, derrière les moulins d'Amé. Touché par la DCA,
il sera contraint d'atterrir près de Lyons. Son équipage est fait prisonnier. Il sera amené au bureau du commandant des étapes, commandant de la place, situé rue Puchotte, près de l'école du Sacré-Cœur. Les frontières du Benelux sont violées. Par la route de Cambrai, qui est stratégiquement l'une des voies les plus directes pour la Belgique, de nombreuses troupes françaises y sont acheminées. Les jours suivants, la Belgique est envahie. L'une des colonnes du général Guderian fonce vers Sedan. Les forces françaises arrivées en Belgique résistent vaillamment. Des milliers de réfugiés belges et hollandais affluent vers la France. Bientôt viendront s'y adjoindre les habitants du Nord et les soldats ayant perdu leur unité. Dans les chariots, charrettes ou tombereaux qu'ils tirent, s'amoncellent des femmes, des enfants, des matelas, des paquets de victuailles, des valises de linge et des objets précieux. Ce 17 mai 1940, spectacle de désolation sur la Grand Place et dans toute la traversée de la ville, où chacun s'évertue à se ravitailler, à se renseigner. Des gens hagards, comme sur cette photographie quelque part dans le Nord. Seule consolation, le temps est beau. Mais où fuir? Où aller? Dans le sud, bien sûr. Mais où? La veille, à l'hôtel de ville, le jeudi 16 mai vers 10 h, Monsieur Leroux, maire, en présence de Monsieur le sous-préfet, prenait contact par téléphone avec Monsieur le préfet. Aucun affolement à avoir. Conseiller à la population de préparer les choses essentielles en vue d'un départ éventuel. En ce cas, prendre la direction de la Bretagne. Le 17, à la gare, le dépôt d'essence est en flammes. L'armée en retraite y a mis le feu. Vers 12h15, la mairie de Péronne et toutes les communes du canton reçoivent de la préfecture ce message. Repli immédiat sur Beauvais. Cet avis se répand bien vite. De plus en plus, les habitants des cantons de Roiselle et de Péronne s'engagent sur les routes. Là, intervient un premier bombardement au faubourg de Bretagne, qui va précipiter l'évacuation de tous les habitants de Péronne. Des routes de Cambrai, Roiselle, Douin, Arras, le flot des réfugiés se grossit et converge vers Péronne à l'entrée du faubourg de Bretagne. Vers 12h45, soudain s'entendent des vrombissements d'avions. Un convoi de DCA avec camions de munitions et matériel se trouve là également. Ils sont 6. Sur leurs ailes, la croix gammée. Sans doute ont-ils repéré le convoi militaire. Les camions de munitions sautent. En continuant à exploser, les obus forment un tir nourri qui fauche tout dans un rayon de plus de 100 mètres. C'est le drame, le massacre, le bombardement est intense. Beaucoup de véhicules prennent feu. À Gare, les blessés gémissent et implorent. Quelques-uns se sauvent dans la plaine. Les secours arrivent, mais ce n'est qu'une accalmie. À 15h45, nouvelle attaque aérienne. Les Stukas piquent et lâchent leurs bombes en produisant des sifflements effrayants. Ce raid sera plus meurtrier que le premier. D'autres voitures, d'autres camions de munitions seront touchés. Une épaisse fumée envahit le secteur du faubourg de Bretagne où les incendies des véhicules se développent. Les crépitements des munitions qui sautent, l'odeur de la poudre, les terres retournées par les trous des bombes offrent une vision dantesque à tous ces réfugiés et militaires cernés dans cet enfer de feu. Après chacun des 2 bombardements, des ambulances militaires vont faire de nombreuses navettes pour transporter tous les blessés. Sur le terrain, d'admirables actes d'assistance demeurent anonymes. Dans les airs au-dessus de la route de Douin,
a lieu un combat aérien. Un avion français touché s'écrase sur la crête de Bulle. Un Morane Saunier 406 français se pose en catastrophe sur le terrain d'aviation de Flamicourt et heurtera violemment le baraquement d'une vendeuse de journaux. Le sergent Linard, pilote de l'appareil, est indemne. Il pourra rejoindre sa base, mais l'avion est inutilisable. 2 avions allemands s'écraseront aussi derrière le bois de Rocogne. 3 aviateurs légèrement blessés sont faits prisonniers au milieu des nombreux réfugiés indemnes et agressifs venant de subir les bombardements. Ces prisonniers, heureusement pour eux, furent amenés au PC du commandant de la place. Ces 2 photographies sont celles d'un des 2 avions allemands abattus à Rocogne, un Dornier 215. À gauche, l'autre avion allemand de Rocogne, un Messerschmitt Bf 110, posé en catastrophe. Il est difficile de connaître le nombre précis de victimes du 17 mai. Il faut donc évaluer à 50 le nombre de militaires tués, autant de civils et 200 blessés. Parmi les victimes figurent des personnes de Roiselle, 2 morts et un blessé grave. Monsieur Bourgeois, agent de la société électrique, est le seul Péronais qui disparaît dans cette tourmente. On ne retrouvera jamais son corps. À la 2e attaque aérienne sur le faubourg de Bretagne, succéda celle qui atteint une partie du centre-ville, l'hôtel de ville côté rue du Pan, le bâtiment du service d'incendie, rue Alfred Ray, le café à l'habitude, rue Saint-Sauveur. Des bombes tombent également boulevard des Anglais, rue Puchotte, secteur où se trouvait le bureau du commandant de la place. Ce 17 mai 1940, M. Leroux, maire délégué, constate le peu de moyens dont il dispose pour transférer d'une part les 200 personnes de l'hôpital et d'autre part la fraction de la population contrainte de partir à pied. Par opportunité extraordinaire, il arrive à faire embarquer dans des camions militaires vides en route pour Beauvais une partie de la population n'ayant pas de moyens de locomotion. Il fait aussi charger dans le fourgon du service incendie, conduit par le lieutenant des pompiers Fasseur, quelques archives municipales, les registres d'état civil et objets précieux de l'hôtel de ville, et fera de même avec les véhicules de son entreprise, en procédant à l'évacuation des archives de l'hôpital et de la caisse d'épargne. Par objets précieux de l'hôtel de ville, on entendra surtout ceux de la collection d'Annicourt, cachés lors de la Première Guerre et récupérés en 1917. Tous ces camions partiront avant le 2e bombardement. À l'initiative de M. Dumège, docteur économe, l'hôpital est évacué à 22 h, grâce au passage providentiel de 28 ambulances militaires. Les blessés des 2 bombardements seront du voyage. Au 2e bombardement du 17 mai au faubourg de Bretagne, des éléments ennemis trop avancés sont pris également dans la tourmente. Cette formation motorisée précurseur séjourne à Douin dans la nuit du 17 au 18 et entre dans Péronne le samedi 18 mai vers midi. L'officier supérieur s'installe chez M. Picard, face à la mairie. À l'aube du 18 mai 1940, seule une centaine de Péronnais hagards est encore dans la cité. Les 200 blessés des bombardements de la veille ont été pris en charge et ont quitté la ville. Mais la centaine de victimes décédées gît là, à l'est du faubourg de Bretagne, délaissées parmi les décombres.